présidente, chers collègues, nous sommes heureux de présenter devant vous les conclusions de la mission Flash sur les droits à la retraite des bénéficiaires de travaux d'utilité collective, dits TUC, et dispositifs comparables. Adressés aux jeunes sans emploi, les TUC étaient une forme d'emploi aidé proposée entre 1984 et 1990 par des organismes à but non lucratif et des personnes morales chargées d'une mission d'utilité publique afin de leur permettre de répondre à des besoins collectifs non satisfaits. Chaque TUC était prévu pour une durée de 3 mois à 1 an, à raison d'une durée de travail hebdomadaire correspondant à un mi-temps, c'est-à-dire 20 heures semaine à l'époque. La rémunération des personnes effectuant ces TUC, appelons-les TUCistes, était prise en charge par l'État à hauteur de 1 250 francs par mois et pouvait être complétée par l'organisme d'accueil jusqu'à 500 francs supplémentaires. Âgés de 16 à 25 ans à l'époque, les TUCistes arrivent aujourd'hui à un âge de prendre leur retraite. À ce titre, ils constatent qu'ils n'ont pas validé un nombre de trimestres équivalent à la période durant laquelle ils ont exercé sous statut TUC. Suite à la mobilisation de représentants des anciens TUCistes, notamment par le biais de l'association TUC Les Oubliés de la retraite, une pétition a été déposée devant l'Assemblée nationale le 27 juin 2022. C'est dans ce contexte que la Commission des affaires sociales a souhaité la mise en place de cette mission. Menée sur un peu plus d'1 mois, nos travaux ont permis d'identifier les raisons expliquant cette absence de prise en compte des trimestres travaillés sous le statut de TUC, afin notamment d'évaluer les pistes permettant de résoudre ce problème. En propos liminaire, je me permettrai de rappeler très brièvement le contexte dans lequel ont été conçus les TUC. La fin des années 70 et le début des années 80 ont marqué le début d'une hausse importante du chômage. Face à une croissance économique plus faible et des pics d'inflation, l'idée émergea de subventionner le retour à l'activité des jeunes et des personnes éloignées de l'emploi. L'attention d'alors se portait particulièrement sur les jeunes en mal d'insertion professionnelle, dans un contexte où de nombreuses sorties du système scolaire se faisaient sans qualification. Dans les conclusions de son rapport sur l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, que lui avait confié Pierre Mauroy en 1981, Bertrand Schwartz, le père des missions locales, écrivait ainsi que 50% des jeunes chômeurs se retrouvaient sans qualification professionnelle. Dans le prolongement de ces réflexions, l'État a donc mis en place, entre 1984 et 1990, entre autres dispositifs, des emplois aidés sous la forme de travaux d'utilité collective, plus communément appelés TUC. Ces emplois, qui relevaient du régime juridique des stages de la formation professionnelle, visaient à mettre le pied à l'étrier des jeunes les plus éloignés de l'emploi en leur proposant une immersion en milieu professionnel. Au moment de leur création, les TUC étaient pensés comme une extension du secteur non marchand des stages pratiques en entreprise conçus dans le cadre du plan Barre en 1977. Derrière les textes législatifs et réglementaires qui encadraient ce dispositif, il nous est vite apparu indispensable de nous intéresser au profil des TUCistes. Nous devons avouer que les éléments statistiques que nous avons pu obtenir, notamment auprès de la DARES, sont assez parcellaires. Selon les données collectées, près de 1,7 million de stages TUC ont été conclus sur l'ensemble de la durée de vie du dispositif, ce qui correspond à environ 300 000 stages chaque année. J'attire votre attention sur le fait que ce chiffre correspond à un nombre d'entrées dans le dispositif et non au nombre de personnes ayant effectué des TUC. En l'absence de suivi de cohorte, il nous a été impossible de quantifier avec précision cette donnée. Néanmoins, si l'on applique à ce nombre total de contrats la ventilation en nombre de renouvellements constatés à l'appui du questionnaire envoyé par l'association TUC Les Oubliés de la retraite à ses membres, il apparaît que près d'1 million de personnes pourraient avoir bénéficié d'au moins un contrat TUC. Plusieurs enquêtes menées entre 1986 et 1990 par le service des études et de la statistique du ministère du Travail sur un échantillon représentatif de personnes révèlent que 2 tiers des stagiaires étaient âgés de 19 à 25 ans. Ces jeunes avaient majoritairement déjà fait l'expérience de la précarité malgré leur âge. Au moment de leur entrée en stage TUC, notons que 87% étaient au chômage et peu qualifiés, puisque près de 40% d'entre eux n'avaient pas atteint le niveau CAP. Malgré une qualification plus élevée que leurs homologues masculins, les femmes représentaient toutefois 58% des stagiaires TUC, ce qui témoignait déjà d'un statut plus précaire que les hommes. Notons par ailleurs que le dispositif s'est progressivement féminisé, puisqu'en 1985, 51% des TUCistes étaient des femmes, contre 67% en 1989. Compte tenu de leur statut de stagiaire de la formation professionnelle, les personnes ayant effectué des TUC ont été mises dans l'incapacité légale de valider des trimestres de retraite. Je m'explique. Les trimestres de retraite sont attribués sans référence à la durée réelle d'activité, mais seulement en fonction du salaire soumis à cotisation. Pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, applicables aux bénéficiaires de TUC, la validation d'un trimestre nécessitait un salaire soumis à cotisation équivalent à 200 fois le SMIC horaire. En tant que stagiaire de la formation professionnelle, les cotisations de retraite des personnes effectuant des TUC étaient également prises en charge par l'État intégralement sur une base forfaitaire qui ne correspondait pas à leur rémunération réelle.
Compte tenu du barème applicable à l'époque, les cotisations versées par l'État étaient insuffisantes pour leur permettre de valider leur trimestre. À titre d'exemple, pour l'année 1987, l'assiette de cotisations versée par l'État s'élevait à 18% du SMIC horaire. Avec ce barème, l'assiette de cotisation était insuffisante, ne serait-ce que pour permettre de valider un seul trimestre par an. Pour remettre les choses en perspective, un tuciste aurait donc dû travailler plus de 91 heures par semaine et par an pour pouvoir valider une année complète. Aujourd'hui, les bénéficiaires de TUC se trouvent donc devant un véritable dilemme, choisir de partir avec une décote ou travailler plus longtemps, au-delà de l'âge légal, pour valider les trimestres qui leur manquent pour bénéficier d'un taux plein. Ce choix n'est évidemment pas neutre pour les personnes concernées et il est particulièrement injuste. C'est donc à cette injustice que nous avons tâché avec mon collègue Paul Christophe d'essayer de répondre, ou en tout cas de proposer des réponses, puisque c'est maintenant le rôle du législateur d'essayer de le réparer. L'absence de validation de trimestre liée aux conditions spécifiques de cotisation applicables aux personnes ayant effectué des travaux d'utilité collective ou des stages similaires est une injustice, je vous le disais, à plusieurs égards. Premièrement, le statut de stagiaire de la formation professionnelle qui est accordé aux TUCistes était largement abusif. Force est de constater que l'encadrement proposé par les organismes d'accueil était de faible qualité, lorsqu'il n'était pas, le plus souvent, purement et simplement inexistant. Selon les enquêtes qui ont été menées par le service des études et de la statistique du ministère du Travail à l'époque, seulement un quart des stagiaires ont bénéficié d'un réel encadrement et seulement 13% des stagiaires TUC ont bénéficié d'une formation pendant leur stage, dont 3% au sein de leur organisme d'accueil. Ces données statistiques rejoignent celles collectées par l'association TUC Les Oubliés de la Retraite, que nous avions auditionné la semaine dernière, avec seulement 9% des 490 répondants qui affirmaient avoir effectué une formation au cours de leur TUC. Les enquêtes que nous venons de citer confirment que ce dispositif a été dévoyé assez largement et font ainsi état de TUCistes s'étant vu confier des tâches peu gratifiantes et peu formatrices relevant de l'entretien courant, notamment dans les parties communes. A l'inverse, de nombreux employeurs se sont servis des TUC comme d'une main-d'œuvre de substitution, en particulier dans certains établissements d'enseignement ou dans les hôpitaux, notamment pour assurer des fonctions de surveillant ou d'accueil du public qui étaient normalement dévolues à des personnes titulaires d'un contrat de travail. Ces enquêtes sont corroborées par les nombreux témoignages que nous avons pu recueillir lors de nos auditions. Telle personne, employée au sein d'une petite commune, a ainsi alterné les fonctions de balayeur et de chauffeur-livreur entre juin 1986 et décembre 1987 sans aucune formation qualifiante. Telle autre a assuré pendant 6 mois le remplacement d'une personne en arrêt de travail sans déboucher à la fin de son stage. Il apparaît donc que, sous le vernis de la formation professionnelle, les stages TUC ont souvent été l'occasion pour les organismes d'accueil de bénéficier d'une main-d'œuvre à bas coût. Ainsi, en 1984, la rémunération des TUCistes représentait l'équivalent de 2/3 du SMIC à horaire équivalent. Selon les barèmes de conversion fournis par l'INSEE, une telle indemnité serait aujourd'hui équivalente à 350 € par mois, soit largement moins que le RSA. Deuxièmement, cette situation est d'autant plus injuste et contestable que les personnes qui sont inscrites dans cette démarche d'insertion auraient pu bénéficier de trimestres de retraite si elles avaient décidé de rester au chômage. En effet, en application de l'article L351-3 du Code de la sécurité sociale, les périodes de chômage sont assimilées à des périodes d'assurance et donc prises en compte pour le calcul de la retraite. De ce fait, les TUCistes subissent une véritable double peine. Après avoir travaillé pour des indemnités que certains TUCistes ont légitimement qualifiées de salaires de misère lors des auditions, ils pâtissent aujourd'hui d'une absence de prise en compte de ces années de travail pour leur droit à la retraite. Ce sentiment d'injustice éprouvé est d'autant plus vif qu'il ne leur était que très rarement précisé qu'ils seraient considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle au moment de l'embauche. En outre, les enquêtes menées à l'époque et les témoignages que nous avons recueillis ont révélé une très forte pression de la part des pouvoirs publics ou de la NPE pour inciter les jeunes chômeurs à effectuer des TUC ou d'autres stages similaires pour sortir du chômage. Nous parlons effectivement d'autres stages similaires, car les auditions que nous avons menées ont permis d'identifier que ce problème n'était pas cantonné aux seuls travaux d'utilité collective. Sans prétendre à l'exhaustivité, je ne citerai ici que les stages pratiques en entreprise du plan BAR, les stages jeunes volontaires ou encore les stages d'initiation à la vie professionnelle, les SIVP, qui sont finalement l'un des plus grands volumes en termes de stages autres. Alors qu'environ 15% des jeunes
TUCistes ont effectué au moins 2 stages sous statut TUC. Un nombre important de jeunes auraient enchaîné sur d'autres types d'emplois aidés. Et selon les données collectées par l'association TUC, les oubliés de la retraite, à défaut de statistiques publiques, nous nous appuyons sur ces données, environ un tiers des répondants bénéficiaires d'un TUC indiquent avoir effectué un autre type de stage. Près de 50% des répondants ont donc effectué plusieurs stages TUC ou similaires et 10% affirment même en avoir fait 3 ou plus. Lors de nos auditions, nous avons notamment pu recueillir le témoignage d'une personne ayant réalisé jusqu'à 7 stages consécutifs pour une durée totale cumulée de plusieurs années. Et nous avons eu, il y a encore, un témoignage d'une personne ayant cumulé 4 contrats différents. 4 ans, pardon. Lors de nos auditions, nous avons pu recueillir le témoignage d'une personne... Non, c'est pas, je l'ai dit. Tous ces dispositifs présentent des caractéristiques communes. Il s'agissait d'emplois aidés soumis au régime des stages de la formation professionnelle visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, pas ou peu identifiés, et dont le volet formation ne présentait, on l'a dit, au mieux qu'un caractère accessoire. L'urgence pour nous est donc de trouver une solution afin de compenser ce sentiment d'injustice. L'urgence est réelle puisque d'après les données collectées par l'association TUC, les oubliés de la retraite, un peu plus de 5% des TUCistes devraient faire valoir leur droit à la retraite en 2024, autant en 2025, 10% en 2026, 10% en 2027, et 20% en 2028, 20% de 1 million en 2028. Donc d'ici 5 ans, c'est le pic, puis 10% en 2029, 10% en 2030, 5% en 2031, 2032 et 2033. Donc vous voyez, le pic arrive, mais surtout, les premiers départs sont imminents, sinon déjà advenus. Donc face à ce constat, il nous est apparu nécessaire d'évaluer les pistes permettant de réparer cette injustice que vient de nous expliquer Arthur. 2 options ont été analysées dans le cadre de cette mission. Le rachat de trimestres, d'une part, donc via le dispositif de versement pour la retraite créé en 2003, ou la prise en compte des périodes de stage TUC sous forme de périodes assimilées à des durées d'assurance, d'autre part, sous le modèle de ce qui existe déjà pour le chômage. Nous avons rapidement écarté la piste du rachat de trimestres, qui, bien couverte aux bénéficiaires de TUC, nous semblait particulièrement inadaptée au regard de son coût prohibitif pour les personnes concernées. On avait l'exemple hier d'une dame qui a exercé 4 ans et pour lequel ça releverait de 88 000 €. Donc on voit bien que c'est absolument inatteignable. Par ailleurs, il nous semblait injuste de faire reposer la charge de la réparation d'une situation dont la responsabilité incombe à l'État et aux législateurs, aux personnes qui en sont les victimes. C'est la raison pour laquelle nos travaux nous conduisent à privilégier la seconde piste analysée, à savoir la prise en compte des trimestres travaillés sous TUC et dispositifs comparables comme périodes assimilées à des périodes d'assurance. 2 éléments nous paraissent de nature à justifier cette solution. D'une part, et comme cela a été rappelé tout à l'heure, les périodes de chômage sont assimilées à des périodes d'assurance. Or, comme nous l'avons dit, 87% des jeunes s'étant engagés dans le dispositif des TUC étaient au chômage. En faisant le choix du travail, ils ont donc, sans le savoir, je dis bien sans le savoir, renoncé à valider des droits à la retraite. D'autre part, depuis la réforme des retraites de 2014, les périodes de stage de la formation professionnelle sont assimilées à des périodes d'assurance. Toutefois, les stages TUC ou assimilés ne sont pas éligibles à cette prise en compte, puisqu'elle ne s'applique qu'aux stages effectués à compter du 1er janvier 2015. Afin de réparer donc cette situation particulièrement injuste, il est donc nécessaire de modifier la loi, vous l'avez compris. C'est la raison pour laquelle nous avons pris l'initiative de déposer conjointement une proposition de loi visant à permettre la prise en compte des périodes travaillées sous statut TUC ou dispositifs comparables, pour ne pas créer une nouvelle injustice, comme période assimilée. Chaque période de stage doit pouvoir être comptabilisée. C'est une question d'équité et de justice. Pardon, excusez-moi. Sans entrer dans les détails du dispositif juridique, nous voulions vous faire part de 2 remarques à ce stade. La première concerne la quérabilité du dispositif et la seconde son coût estimé. S'agissant de la quérabilité du dispositif, l'audition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a permis de mettre en avant un problème opérationnel d'importance. Aujourd'hui, les caisses d'assurance vieillesse ne disposent pas des informations permettant de distinguer les périodes correspondant au TUC ou à d'autres dispositifs identiques sur des périodes de stage classiques, ce qui ne permet pas de retrouver les individus concernés. Le bénéfice de la prise en compte de ces périodes ne pourra donc être ouvert qu'aux personnes qui seront en capacité de justifier d'avoir effectué ces stages. Cette information est donc d'importance. Il nous paraît évident que la charge de la preuve qui incombera aux bénéficiaires de TUC et dispositifs similaires devra être aménagée afin d'optimiser le recours, puisqu'elles devront en effet attester d'une manière ou d'une autre de leur de leur appartenance à un tel dispositif.
Cela supposera également une campagne de communication de grande ampleur des pouvoirs publics afin de lutter contre le non-recours à ce nouveau droit qui ne sera pas automatique. La seconde remarque concerne le coût d'une telle mesure. Selon les données recueillies par la Direction de la Sécurité sociale, le coût total devrait représenter, en fonction du taux de recours, entre 350 millions et 3,5 milliards d'euros au total sur donc une période de 30 ans, potentiellement, avec un pic estimé par an entre 25 et 250 millions en fonction d'une hypothèse de recours basse ou élevée. Le coût de la collectivité serait étalé sur près de 40 ans, donc avec une extinction du dispositif à horizon 2060. Ces montants doivent évidemment être mis en perspective avec les dépenses annuelles du système de retraite qui s'élevaient en 2021 à 345,1 milliards d'euros et en rythme de croisière et sous réserve d'un taux de recours de 100%, ce qui est évidemment un optimal mais qui ne sera pas atteint. Le coût de la mesure ne représenterait que 0,07% du montant annuel des dépenses de retraite, ce qui nous apparaît donc largement acceptable au regard de l'importance que ces trimestres revêtent pour les personnes concernées. Je voudrais conclure en vous disant que les représentants des tucistes que nous avons rencontrés ne demandent absolument pas l'aumône. Ils souhaitent simplement que le travail effectué à l'époque soit aujourd'hui reconnu à sa juste valeur, tout simplement, et soit pris en compte dans le calcul de leur retraite. Cette injustice, nous pouvons et nous devons la réparer. C'est donc tout le sens des conclusions auxquelles nous sommes, avec Paul Christophe, parvenus et que nous souhaitions partager avec vous aujourd'hui.